et effrayant, cette foule immense qui marche dans ce désert sans limite, cette multitude de drapeaux verts et rouges qui claquent dans le vent sablonneux, cette prière qui monte vers le ciel blanc de chaleur. Dieu est grand, notre lutte est juste, nous voulons notre Sahara, longue vie à notre roi. C'était quand même un événement qui concernait le Maroc, qui n'est pas un pays qui est uniquement lié avec l'Europe et la France en particulier. Hein. C'est un pays qui a une stature internationale. Le roi est quand même le commandeur des croyants, donc c'est un événement qui a eu un retentissement énorme. Et donc c'est pour ça qu'on s'est retrouvés aussi nombreux. Je ne sais pas combien il y avait de journalistes accrédités à ce moment-là, mais on était vraiment sûrement des centaines, certainement. Pour moi, ça dépassait l'événement journalistique. On retrouvait des gens de la banlieue de Casablanca en petits souliers pointus, là, qui tournaient en rond dans la poussière. Et puis des gens de Boulman ou du Rif qui étaient parfaitement adaptés au terrain, qui savaient tout de suite où faire un foyer pour pouvoir faire le pain, etc. Enfin, c'était étonnant de voir toutes les régions du Maroc réunies en un seul endroit. Des gens des villes, des campagnes, des montagnes. Ces colonnes comme ça. Enfin. Je suis revenu de cet événement en me disant, alors ça va peut-être pas être un enseignement très politique, en me disant, c'était le premier gros événement que je couvrais, il faut au maximum, mon petit Daniel, que tu sois là où se passe l'histoire. Et je me suis rendu compte que il y avait un certain nombre de phénomènes historiques, comme les croisades, comme la résistance. On se dit, mais comment ça peut germer, comment ça peut prendre concrètement réalité? Et là, on arrive et un roi dit, eh bien, nous allons à pied libérer une partie du royaume, de notre territoire. Et puis petit à petit, les mots deviennent réalité. Les mots deviennent réalité. C'est-à-dire des mots, quelque chose qui est complètement virtuel, devient réalité sur le terrain. C'est ça que j'en ai retenu. Et je me suis dit qu'il y a une force des mots qui est extraordinaire. Jour tranquille à Saint-Maurice, dans la proche banlieue de Paris. Loin des tumultes du monde, Bruno Barbet apporte les dernières touches à une exposition sur le Maroc. Ça, c'est dans le Rif. Zaouia Moulay Idriss. Ça, c'est un déjeuner sur l'herbe à Moulay Ibrahim. C'est un lieu saint. J'aime bien les moussem, tout ce qui est moussem. C'est extrêmement, encore très, très vivant. Ça, c'est à Rabat, au moment de la fête du trône. Baya, j'aime beaucoup ce nom, Baya. Le Maroc, il connaît bien, il y a vécu, il y a passé les 12 premières années de sa vie. Le Maroc, sa mémoire, ses couleurs, ces gens auxquels il a consacré 25 ans de sa vie, 25 ans de photographie. Ça, c'est pris aux confins du Sahara, près de la frontière mauritanienne. Âgé à peine de 25 ans, Bruno Barbet intègre l'agence Magnum aux côtés des Henri Cartier-Bresson, Marc Ribot et autres Abbès. Discret, pudique, presque avare en mots, il sillonnera la planète et préférera témoigner par son regard. Des obsèques de Nasser à la guerre du Golfe, en passant par le Vietnam, il est toujours aux avant-postes de l'actualité. Ça, c'est couvert la guerre du Vietnam, l'Irak, le Biafra. Enfin, c'est un appareil qui a beaucoup voyagé. Et il voyagera aussi au Maroc, bien évidemment. En 1975, il ne pouvait manquer d'accompagner les marcheurs. La marche verte, il l'immortalisera en une centaine de photos. À travers Time, Stern, Life ou Paris Match, ces photos, sans regard, feront le tour du monde. La marche verte a été couverte par des photographes, des caméramans, des hommes de radio. C'est amusant, 30 ans plus tard, on retrouve Abbas, qui lui aussi a couvert la marche verte, Ponchelet, que j'avais connu
d'ailleurs pendant la guerre du Kippour à Damas. Le pas alerte, la soixantaine volontaire, les 12 kilos de son agra en bandoulière, François Ponchelet n'a rien perdu de son allure de grand reporter. C'est en 72 qu'il arrive la première fois rue François 1er à Paris, au siège d'Europe 1. En 12 ans passés dans cette maison, il arpentera le globe et couvrira tous les conflits. Créé en 1955, Europe fait valoir sa différence, détrône le service public et s'impose comme la radio d'information. Le flash, Gilles Schneider. La notoriété d'Europe 1 s'installe rapidement. Le secret, une écriture en images, le direct, et être à tout prix au cœur de l'événement. Les journalistes d'Europe sont sur tous les fronts, Ponchelet en tête. Il n'est pas journaliste à rester à la rédaction. Syrie, Vietnam, Iran, Colvésie, Palestine, il sera un témoin privilégié de l'actualité internationale. Moi, je suis parti sur la marche verte désigné par Philippe Gildas et Étienne Goujotte. Et Alexandre Fronti est parti, lui, en Espagne, sur l'agonie de Franco. Voilà, et on a couvert chacun d'un côté un peu l'actualité espagno-marocaine ou marocco-espagnole. Voilà 30 ans, France Télévisions n'existait pas encore. L'ORTF, l'ancêtre audiovisuel du service public français, venait à peine de rendre l'âme et de laisser place à 3 chaînes de télévision. Daniel Bilalian a vécu cette période de transition du paysage audiovisuel français. Aujourd'hui, directeur de la rédaction sport à France Télévisions, il a décroché les insignes de grand reporter au service politique étrangère d'Antenne 2 avant de devenir une des icônes du journal télévisé. Le plus important dans le voyage que le président de la République française vient d'entreprendre en Inde, où il est arrivé ce matin. Le coup d'état des colonels en Grèce, la visite d'Anwar Sadat à Tel Aviv et la marche verte ont été des tremplins professionnels pour lui. Je faisais partie du service de politique étrangère, donc j'étais envoyé là comme j'aurais pu être envoyé ailleurs. Peut-être que j'ai manifesté un intérêt pour cette information et qu'on a décidé de m'y envoyer. Ce qui me semblait très intéressant dans cette affaire, c'était il y avait quelque chose de biblique dans cette affaire-là. Il y avait quelque chose d'historique. Moi, j'ai toujours aimé les événements qui rentreraient dans les livres d'histoire. J'étais à Tel Aviv quand Sadat est arrivé en 77, c'était un moment d'histoire. Et ça, c'était la marche verte, c'est un moment d'histoire. Contrairement à ses collègues de radio et de télévision, le photographe Bruno Barbet, en fils du pays, s'est rendu lui au Maroc dès la mi-octobre. L'histoire, il en a vu les préparatifs. Il a assisté aux arrivées des trains à Marrakech. Marrakech plaque tournante, Marrakech, première étape de cette mosaïque marocaine en marche. Marche verte révélait la très riche variété du Maroc et des gens. Et de leurs coutumes et de leurs traditions. Donc on voyait effectivement les gens du monde rural ou des montagnes ou des berbères du Moyen Atlas. C'était intéressant effectivement de voir ces couches de la société très différentes, d'origines différentes. Il sera l'un des rares à s'intéresser à la participation des femmes, à capter ses regards, ses expressions qui traversent le temps. Il sera l'un des rares aussi à immortaliser cette jeunesse, cette espèce de ferveur que même les mots aujourd'hui encore n'arrivent pas toujours à décrire. C'était quelque chose d'impressionnant et vous vous rendez compte, une foule aussi considérable en plein désert, c'est déjà en soi une prouesse d'être arrivé à réunir, faire venir, pour certains, ceux qui venaient de Tanger ou de, je ne sais même pas, d'Oujda, ou je ne sais pas quelle est la distance, mais il doit y avoir 1500 km. Déjà, sur le plan de la logistique, d'être arrivé à réunir tous ces gens, les faire descendre en camion, les nourrir, etc., c'était déjà en soi une chose extraordinaire. 300 000 individus, bon, ça ne se fait pas comme ça. C'est grandiose parce que c'est complètement irréel dans cette nature poussiéreuse, rocailleuse, épineuse. C'est effrayant parce que rien ne semble pouvoir arrêter cette armée.
jour, ils se disent prêts à mourir pour récupérer leur terre, à mourir pour leur souverain. La lourde silhouette des blindés espagnols disposés en bon ordre sur les hauteurs toutes proches ne les impressionne pas. Je considère que c'était pas du tout des figurants, c'est qu'ils étaient vraiment, je crois que je dis dans ce papier, c'est qu'ils étaient convaincus. C'était vraiment une conquête qu'ils faisaient, quoi. Ils étaient l'armée, les fantassins de cette conquête. Et je crois qu'ils étaient intimement convaincus. Alors, est-ce que cette conviction venait d'une propagande forcenée? C'est possible, mais il y avait une réelle mobilisation et une réelle persuasion de chaque individu qu'il était personnellement porteur de la mission de libérer le Sahara espagnol. Le Coran. Le roi a lancé la marche avec cette recommandation. La plupart des gens qui étaient là étaient sûrement des gens qui étaient des gens de conditions assez modestes. Et pour eux, c'était aussi le sentiment de participer à un événement historique. Après tout, ça peut aussi remplir une vie. Ça remplit en tout cas une vie de souvenirs qu'on va raconter à ses enfants. Et puis, on aura au moins fait quelque chose dans la vie. Vous savez, il y a un auteur, son nom m'échappe, qui dit il y a une chose redoutable, c'est des milliers de gens pour qui la vie n'a rien prévu. C'est vrai qu'on croise tous les gens, des gens, on se dit, tiens, pour lui, la vie, pour elle, la vie n'a rien prévu. Ben, ces gens-là, après tout, peut-être que la vie n'avait rien prévu pour eux, peut-être qu'ils n'ont rien fait avant, qu'ils n'ont rien fait après, mais ils ont participé à quelque chose. Ils ont fait quelque chose de leur vie. Par vagues successives et de tous les continents, des centaines de journalistes sont venus couvrir une actualité inédite. Habitués aux guerres de décolonisation, ils découvrent la marche pacifique d'un peuple pour l'intégrité de son territoire. Mais sur le terrain, chacun son pari. Celui des journalistes, transmettre coûte que coûte cette actualité à leur rédaction. On était forcément par médias qui avaient les mêmes horaires, donc par définition les radios, parce que depuis la frontière jusqu'à... il fallait remonter à Tarfaya pour émettre, pour trouver le premier téléphone qui permettait d'envoyer nos papiers. On s'en rend pas bien compte aujourd'hui où d'un téléphone portable, je peux vous téléphoner du milieu du Sahara. Il faut se replonger dans les années 75, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous étiez embarqué au-delà de Tantan ou de Tarfaya, les communications téléphoniques, c'était le fameux téléphone arabe, hein, si je puis dire, si vous me passez l'expression. Donc on n'arrêtait pas dans la journée. À la radio, on fait des papiers le matin, on fait des papiers à 13h, on fait des papiers à 20h, et on fait des papiers à minuit. Donc ça supposait des allers-retours incessants entre Tarfaya, le téléphone, parce que sans téléphone, pas de radio, et la tête des colonnes de camions qui montaient vers El Ayoun. L'accès n'était pas facile, dans la mesure où il n'y avait qu'une seule route, en fait, où on ne pouvait pratiquement pas doubler des colonnes de véhicules, et que pour les photographes, il fallait régulièrement remonter de Tantan jusqu'à Agadir pour envoyer déjà, parce qu'il y avait une demande de la presse internationale. On ne pouvait pas se contenter d'être sur place et de rester là, il fallait également expédier les films, les photographies. Et donc j'ai comme ça fait 2 ou 3 allers-retours sur cette route, et c'était assez périlleux. Il y avait une énorme circulation, et il y avait surtout des véhicules descendants et des véhicules montants. Et le journaliste de RMC qui était arrivé quelques heures avant nous avait proposé de conduire la voiture pour descendre vers la frontière. Et comme il connaissait pas bien la route et qu'il faisait nuit, il roulait très vite et on a eu un accident. Et voilà le résultat de l'accident. Donc Abbas, le photographe, moi-même d'Europe 1, mon confrère qui roulait beaucoup trop vite, parce qu'il était tout excité à l'idée d'arriver vite, a découvert, et moi aussi, au tout dernier moment, qu'il y avait un camion qui était arrêté. Et moi j'ai hurlé « Attention, attention !» J'ai coupé le tuyau de ma pipe avec mes dents tellement j'ai gueulé, et on s'est retrouvé avec le moteur entre le conducteur et moi. Et Abbas, lui, s'est ouvert le nez sur la ferrure de la ceinture de sécurité à l'arrière.
Pour les journalistes de télévision, la difficulté était tout autre. Les transmissions par satellite n'existaient pas encore et pour acheminer les pellicules qui devaient alimenter les journaux télévisés, cela relevait souvent de la baraka. J'avais filmé et je trouvais personne pour véhiculer mes pellicules. Un jour, un pilote d'hélicoptère de l'armée marocaine s'est posé là pour poser une personnalité, un militaire, je ne sais pas. Et j'ai dit, bah, plutôt que toutes ces boîtes de pellicules soient gâchées, je vais lui donner en lui disant, bah, écoutez, je lui ai dit, monsieur, si vous pouvez les faire porter quelque part, de toute façon. Il a fait un truc, il est parti à Rabat, il a filé ça à un pilote d'avion de la RAM, qui l'a amené à Paris, rue Cognac-J. Et le soir même, on l'avait, parce qu'on m'a appelé après, on m'a dit « Fantastique, t'as été le premier à nous ». J'ai dit « Attends, j'ai donné ça à nobody dans le désert ». L'inconnu au milieu du désert permettra aux téléspectateurs français distants de 3000 km de découvrir le reportage de Daniel Bilalian, quasiment en temps réel. Un reportage de guerre ou de paix, unanime, nos 3 reporters se souviennent d'une marche pacifique, même si les rumeurs, elles, étaient parfois guerrières. La marche s'est arrêtée une première fois devant les petits bâtiments à coupole blanche du poste frontière espagnol abandonné. On a vu alors des marcheurs s'agenouiller dans le sable et prier devant les barbelés. 5 km plus loin, nouvelle pause et nouvelle prière. Et c'est enfin à 8 km, alors qu'on commençait à apercevoir au loin, dans la poussière, les blindés de la ligne de défense espagnole, que la première étape a pris fin. Le roi Hassan II courra-t-il le risque d'envoyer demain ces marcheurs armés du Coran en direction des fusils espagnols? Ce serait un nouveau coup de poker. J'ai moi-même parcouru 2 ou 3 kilomètres sur ce chemin avant de tomber sur des pancartes où l'on peut lire ces 2 mots, Peligro minas, attention aux mines. C'est toujours l'impression que j'ai eue, moi, dans cette affaire, qu'il n'y avait strictement aucun danger, à la limite que tout était bordé, cadré, négocié avant le départ de la marche. Et que il y aurait pu y avoir des petits dérapages, des incidents, mais que ça dégénère en conflit, j'ai pas pensé une seconde, mais pas une seconde. L'armée n'était pas présente, du moins on la voyait pas, donc il n'y avait que des civils non armés. Les Espagnols avaient fait courir le bruit qu'il y avait des champs de mines. C'était pas très rassurant. Je crois qu'en fin de compte, il n'y en avait pas. Enfin, il n'y a pas eu, à ma connaissance, à cette époque-là, de victimes de mines. La rumeur, c'est vrai, la rumeur c'était d'abord le Front Polisario, des attaques éventuelles, des escarmouches. Deuxièmement, déjà à l'époque, deuxièmement les Espagnols qui n'accepteraient pas donc et qui feraient au moins un tir de sommation, un tir de barrage. Et puis, bien entendu, toujours les inquiétudes quand une foule aussi grande est rassemblée quelque part. Ni escarmouche, ni tir de sommation et encore moins de débordement. Le seul danger que couraient alors les journalistes était, comme sur tous les terrains, de ne pas rapporter une information juste. En revanche, la rumeur selon laquelle 5000 singes auraient été dressés pour traverser les champs de mines avant les marcheurs, cette rumeur a fait sourire toutes les autorités auxquelles j'ai posé la question. C'est typiquement le genre de rumeur dont les journalistes font leur chou gras. Mais bon, il ne faut pas raconter de bêtises, quoi, parce que on est quand même dans une affaire sérieuse et on n'a pas le droit, on s'adresse à des millions de gens et on n'a pas le droit de raconter n'importe quoi. Nos 3 journalistes ont eu à approcher, photographier ou interviewer l'homme qui a pensé et donné une réalité à cette marche. L'homme qui, en quelques mots, a su mobiliser une nation. Ce nationalisme unanime, c'est-à-dire de la droite jusqu'à l'extrême gauche, tout le monde a été derrière Hassan II sur cette affaire du Sahara. Et ça, c'était un coup de génie. Donc c'était certainement très habile. Mais malheureusement, ensuite, l'histoire a voulu qu'il y ait l'Algérie qui se mêle de tout ça. J'ai constaté qu'il y avait encore des peuples qui étaient capables de se mobiliser pour défendre leurs terres et reconquérir leur territoire. Bon, c'est peut-être ça qui avait de plus frappant et que c'était vraisemblablement
la conquête ou la reconquête la plus légitime de tous les conflits qui ont suivi, par rapport à tous les conflits qui ont suivi, où on a des conflits qui n'ont pas forcément des motivations aussi nobles. Un mot peut devenir une réalité sur leur terrain et marquer la vie d'un peuple. Comment un mot peut changer la vie d'un peuple? C'est Churchill disant aux Allemands, vous ne débarquerez pas ici, je vous promets du sang et de la sueur. Et le peuple est mobilisé. Et le peuple est mobilisé derrière. Voilà ce que j'ai rapporté. Voilà. Il y a un homme, parce qu'après tout, le roi du Maroc n'est qu'un homme. Et il dit ça, et ça devient réalité. علينا شعبي العزيز أن نقوم كرجل واحد بنظام وانتظام لنلتحق بالصحراء ولنصل الرحم. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de nous être fidèles. Vos réactions, remarques ou suggestions sont toujours les bienvenues sur la boîte mail qui s'affiche.